Beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler d'Okinawa. C'est une sorte de version japonaise d'un paradis tropical, un lieu très prisé par ceux qui souhaitent se détendre. La population y est relativement petite et les habitants adoptent majoritairement un mode de vie occidental. Cela s'explique facilement car un quart de l'île est occupé par des bases militaires américaines. C'est de là que tout a commencé. Sur une de ces bases était stationné un marine américain qui a déclenché la chaîne d'événements qui secoura plus tard tout le Japon, avec un risque élevé de devenir un véritable scandale politique. Bienvenue sur ma chaîne, où je parle en détail des crimes réels et des phénomènes étranges. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous et plongeons sans plus attendre dans l'affaire Rina Shimabukuro. Dans la ville d'Uruma, à Okinawa, vivait une jeune femme de 20 ans, Rina Shimabukuro. À l'époque, elle travaillait déjà depuis un certain temps dans un bureau, ce qui, pour son âge, était digne de respect. Elle se distinguait par son indépendance et sa détermination, ce qui attirait l'attention de ses collègues et de ses connaissances. Rina était enfant unique, introvertie, mais grâce à son comportement poli et attentionné, elle suscitait la sympathie de son entourage. En grandissant, elle rêvait souvent d'avoir des frères et sœurs avec qui partager ses passions, si bien qu'une fois adulte, elle déclara vouloir avoir environ 6 enfants. Le destin lui souriait. En 2015, Rina commença une relation avec un habitant local d'Okinawa, dont l'identité a été cachée par les médias japonais pour protéger sa vie privée. Leur relation devint si sérieuse qu'ils finirent par louer un appartement et vivre ensemble. Leur journée était occupée par le travail et leur week-end par de précieux moments passés ensemble. Au cours des mois suivants, tout allait bien pour le couple et en compagnie de ses amis, Rina s'épanouissait, n'hésitant pas à montrer ses talents en chant et en danse. Au Japon, l'attitude envers les études est excessivement respectueuse et sérieuse. Ainsi, le 28 avril 2016, Rina travaillait au bureau. La journée de travail s'était révélée difficile et elle jugea nécessaire de dégourdir ses jambes vers 18 heures. Enfilant une parka noire et des baskets framboises, elle partit pour une promenade en soirée avec son petit ami. Ils communiquaient via l'application Line, un messager populaire au Japon semblable à Telegram ou WhatsApp. Là, elle lui écrivit son désir de se promener et ajouta qu'elle rentrerait tard le soir. Il n'y avait rien d'inhabituel là-dedans. Elle se promenait souvent après le travail le long du canal. C'était son itinéraire habituel. Le long du canal se trouvaient des complexes résidentiels, des commerces et des restaurants, et de l'autre côté, une zone industrielle avec des usines, des entrepôts et des compagnies maritimes qui travaillaient jusque tard dans la nuit. Son petit ami attendait patiemment le retour de Rina à la maison, mais à mesure que le temps passait et que les heures filaient jusqu'à minuit, il commença à ressentir de l'inquiétude. Ce n'est qu'à 2 heures du matin qu'il lui envoya un message pour lui souhaiter une bonne nuit, et peu de temps après, il fut marqué comme lu, ce qui le rassura un peu. Peut-être avait-elle rencontré une amie et avait décidé de discuter avec elle. Après tout, au Japon, il est courant de garder ses émotions pour soi, alors il alla se coucher avec l'espoir de tout discuter avec Rina le matin. Mais, comme vous pouvez le deviner, la jeune femme ne rentra jamais à la maison, et elle ne répondit pas non plus à son message, bien que celui-ci ait été marqué comme lu. Pesant le pour et le contre, considérant que Rina n'avait même pas pris son portefeuille et ne pouvait être allée nulle part, le lendemain matin, son petit ami signala sa disparition à la police. Les policiers arrivèrent immédiatement à la maison et commencèrent une enquête, tirant de son petit ami inquiet un maximum d'informations utiles sur Rina. Pendant ce temps, les amis de Rina tentèrent de mener leur propre enquête.
Ils soulevèrent la question de sa disparition sur les réseaux sociaux où les gens se mirent activement à faire des suppositions sur ce qui avait pu se passer. Par exemple, certains pensaient qu'elle aurait pu être enlevée par une secte religieuse, d'autres suspectaient, pour une raison quelconque, son petit ami, peut-être parce qu'il était aussi originaire d'Okinawa et connaissait bien la région. En parallèle, la police ne perdait pas de temps et se rapprochait de la vérité sur cet incident. Malgré le fait que dans les premiers jours après sa disparition, de nombreuses affiches avaient été placardées et toutes les mesures possibles avaient été prises, aucune preuve ni aucun indice n'avait été trouvé. Tous les mouvements dans cette affaire furent facilités par les technologies numériques. Grâce au système GPS, la police parvint à suivre la localisation de son téléphone jusqu'à la dernière position envoyée au serveur. Cet endroit était une zone industrielle près du canal, le long duquel elle se promenait habituellement. Ensuite, la police examina les enregistrements des caméras de surveillance et passa au crible des centaines de véhicules capturés par les caméras ce soir fatal. La véritable percée dans l'affaire eut lieu lorsque le propriétaire d'un SUV rouge fut amené pour interrogatoire. Il s'agit d'un Afro-Américain de 32 ans nommé Kenneth Franklin Gazan, ancien marine, qui a servi plusieurs années à Okinawa. En 2011, il a été transféré de nouveau aux États-Unis. En 2014, après sa mise en réserve, il est retourné avec honneur à Okinawa. Là-bas, il a trouvé un emploi dans une entreprise s'occupant d'Internet et de télévision sur les bases américaines, et il a épousé une jeune femme locale que les voisins décrivaient comme gentille et très belle. De plus, il a pris son nom de famille, Shinza. Bientôt, ils ont eu un enfant. Il semblait que Kenneth menait une vie normale et ne se distinguait en rien. En mai 2016, seulement quelques mois après la naissance de son enfant, sa voiture a été capturée par des caméras près du lieu et du moment de la disparition de Rina. Selon les rapports, le conducteur du SUV rouge conduisait de manière inappropriée. Naturellement, la police a eu des questions à lui poser, mais avant de se plonger dans la personnalité de Kenneth, il est nécessaire de prendre du recul. C'est une de ces histoires où le contexte est aussi important que les événements eux-mêmes. Comme je l'ai déjà dit, une grande partie d'Okinawa est occupée par des bases militaires américaines. Cela suscite des controverses depuis plusieurs décennies et a même conduit à des conflits et des manifestations. La plus importante d'entre elles a eu lieu en 1995 à cause des atrocités commises contre une fillette de 12 ans d'Okinawa par 3 marines américains. Les manifestants exigeaient la réduction du nombre de bases militaires et la mise en place de mesures plus strictes pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Malgré les promesses du gouvernement de prendre en compte les intérêts des habitants d'Okinawa, le processus de réduction des bases militaires avançait lentement et rencontrait divers obstacles politiques. Pour revenir à l'affaire de Rina Shimabukuro, une image similaire émerge. La police a attrapé le bon coupable, Kenneth Gazan a tout avoué et a conduit les officiers à son corps. C'était dans une forêt où les enquêteurs ont trouvé une valise noire contenant le corps en décomposition d'une jeune femme. Après 20 jours passés dans la chaleur d'Okinawa, son corps était devenu méconnaissable. Une analyse ADN ultérieure a confirmé son identité et aussi tragique que cela puisse être, il s'agissait du corps de Rina Shimabukuro. Kenneth n'a pas caché d'informations aux autorités et a raconté toute l'histoire des événements de cette soirée. Alors, en traversant Urmu, Kenneth remarqua dans le crépuscule une jeune fille de petite taille qui marchait seule. Il faut dire qu'il avait des problèmes mentaux. Il affirmait que dès son plus jeune âge, il était assailli par des pensées sombres. Il fantasmait sur les enlèvements et la détention de jeunes filles, pensait souvent à la mort.
En vérité, il s'était engagé dans les marines pour satisfaire ses désirs malsains, bien qu'il fût inapte au service pour des raisons de santé. Kenneth avait trouvé un moyen de tromper la commission et de s'enrôler. Il avait bien d'autres fantasmes, mais ce n'est pas pour YouTube. L'essentiel est qu'il avait de sérieux problèmes psychiques. Et ce soir-là, quand il vit Rina, l'occasion lui parut parfaite. Selon Kenneth, c'était le destin. Kenneth se gara au bord de la route, sortit de la voiture et commença à suivre la jeune fille, se rapprochant progressivement. S'approchant discrètement par derrière, il la frappa à la tête avec une barre métallique, la saisit et la traîna dans un endroit isolé. Là, il l'attaqua de nouveau, mais son plan changea lorsqu'il réalisa que Rina était toujours consciente, qu'elle résistait même et appelait à l'aide. Dans un accès de rage, Kenneth utilisa la force physique, puis sortit un couteau pour terminer ce qu'il avait commencé. Ensuite, il retourna à sa voiture, prit une valise noire et y plaça sa victime, mettant la valise sur le siège arrière. Il quitta les lieux du crime, parcourant environ 20 km. Il s'arrêta sur le bord d'une route tranquille et jeta la valise dans les buissons aussi loin que possible. C'est là que Rina passa 22 jours, cachée des regards indiscrets. Puis, il retourna auprès de sa femme et de son nouveau-né, se comportant comme si de rien n'était. Les jours suivants, il attendait avec anxiété que la police frappe à la porte, mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, sa confiance grandissait. Il reprit sa vie habituelle et crut même qu'il avait échappé à la punition. Cependant, comme nous le savons tous déjà, ce n'était pas le cas. Kenneth a été inculpé. Les parents de Rina réclamaient la peine de mort, qui est très rarement appliquée au Japon. Mais, heureusement pour Kenneth, elle n'a pas été prononcée. À la place, le juge l'a condamné à la réclusion à perpétuité, déclarant que dans le séas d'un crime aussi cruel et insensé, il n'y avait pas de place pour la clémence. La société était tout simplement choquée. Les Okinawan en particulier ont été scandalisés et il y a eu des manifestations, mais elles n'ont pas été aussi importantes que celles de 1995 lorsque le séas impliquait une fillette de 12 ans. Même le président américain de l'époque, Barack Obama, a été contraint de s'excuser pour ce crime lors de sa visite à Hiroshima en mai 2016, mais aucune mesure décisive de la part des autorités n'a suivi, ce qui semble assez étrange en contraste avec 1995. Pourquoi tout cela s'est-il terminé ainsi ? Rina était une jeune fille qui venait à peine d'entrer dans la vie adulte, planifiant son avenir, y compris le mariage et la création d'une famille, mais par une conjoncture tragique, ses rêves ont été cruellement arrachés par une créature déséquilibrée. Elle n'a tout simplement pas eu de chance, et tout cela à cause des actions d'une seule personne. Merci pour votre attention.